Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de J'envoie sur la thématique aujourd'hui de débattre d'une fausse croyance. Et en fait, j'ai envie de partager avec vous une super expérience que je viens d'avoir aujourd'hui, puisque j'ai eu la joie et la chance d'accompagner la naissance d'une troisième petite fille dans une famille, enfin d'une quatrième petite fille, dans une famille pour laquelle de coup c'était la troisième naissance que j'accompagnais. Et il y a pas mal de fausses croyances qui auraient pu entraver cette naissance, puisque un quatrième bébé, et j'avais envie de débattre de ça avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Quel cadeau extraordinaire pour moi, sage-femme, d'avoir la chance d'accompagner une troisième fois cette famille pour accueillir une quatrième petite fille, parce qu'en fait ils avaient déjà une fille quand j'ai commencé à les suivre pour leur deuxième du coup. Et je crois que c'est intéressant de débattre un petit peu de toutes les choses qui auraient pu entraver un peu cette naissance, toutes les choses qu'on entend dans les fausses croyances, dans les idées, dans les choses qui viennent souvent polluer un peu les gens autour de l'arrivée d'un bébé, et notamment à domicile. Donc là, parce que c'était un troisième accouchement à domicile pour le coup. Une des choses, c'est de dire que une femme qu'on appelle multipare, donc qui a déjà eu plusieurs enfants, est plus à risque de saigner lors de la naissance de son bébé, et donc plus à risque d'hémorragie. Et il y a des gens du coup qui considèrent que ça pourrait être une contre-indication à un accouchement à domicile, le fait qu'elle a déjà plusieurs enfants. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire que les hémorragies, c'est pas que lié à la multiparité, et que en préservant justement tout le contexte autour des femmes, en les laissant accoucher vraiment avec leur pleine puissance, les laisser dans leurs hormones, etc., on protège beaucoup plus de l'hémorragie que toutes les formes de prévention qu'on pense devoir mettre autour des femmes, notamment quand on pense qu'on doit leur mettre des médicaments plus tôt pour obliger leur utérus à se contracter, qu'on doit mettre une voie d'entrée au cas où, toujours au cas où, on sait jamais, si jamais ça glisse et que ça ne va pas, alors faisons des choses avant pour être sûr d'avoir les éléments après. La réalité, c'est que, évidemment, elle n'a jamais eu d'hémorragie avant, donc je suis partie du principe qu'il n'y avait pas de raison qu'aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, d'un seul coup, elle se mette à avoir une hémorragie, même si on garde toujours en tête qu'il y a potentiellement, peut-être, plus de risques, mais en restant dans la confiance et en n'imposant rien du tout, en général, ça se passe bien. Et cette femme, quatrième bébé, je peux vous dire qu'elle a perdu, peut-être 150 ml de sang, ce qui est vraiment rien du tout. Une autre chose dont on parle souvent, j'ai fait mon premier épisode l'année dernière sur le premier bébé qui était né à domicile avec nous en 2023, et là c'est notre premier bébé 2024, donc le 13 janvier. Et j'avais fait ce premier épisode sur la présence des aînés, et aujourd'hui il y avait les 3 grandes sœurs qui étaient présentes. Donc des grandes sœurs qui ont 13 ans, 8 ans et 4 ans. Et cette idée que c'est traumatisant pour les enfants, que vraiment c'est quelque chose qu'ils ne doivent pas voir, etc. Aujourd'hui, j'ai encore eu une démonstration à quel point, une naissance accompagnée avec les plus grands, ça peut aussi être d'une telle douceur. Ça peut être, effectivement, sur le moment, ils ont les yeux grands ouverts, oh, la tête du bébé qui sort, oh là là, bientôt le bébé il est là, etc. Je pense aussi pendant le travail, il y a eu des moments où entendre leur maman faire du son, etc., ça a pu les questionner. Mais il y avait des adultes qui étaient là, pour en tout cas la plus petite, qui n'avait encore jamais entendu sa maman accoucher, évidemment,
Il y avait des adultes qui étaient là pour l'accompagner, pour la rassurer, mais elle a été présente, juste à côté, tout en silence la plupart du temps, à rester en tout cas toute calme. Et ce bébé est né, tout le monde était dans l'émotion, la maman a couché dans l'eau et les enfants étaient tout autour. Et puis bah voilà, quand on l'a réinstallée, elles étaient présentes pour la délivrance, ce sont les grandes sœurs, qui ont clampé et coupé le cordon, etc. Mais après, la vie, elle a repris son cours, tout à fait normalement, avec un membre nouveau dans la famille. Et ça, c'est juste parce que, ok, c'est normal, elle était dans le ventre de ma mère. Ma mère, elle a travaillé dur, elle l'a accompagnée, elle a eu des contractions, je l'ai entendue, je l'ai vue sortir de ma mère. Je vois maintenant qu'elle est là, je sais très bien que c'est ma petite sœur. Et tout suivait son cours, c'était tout à fait normal. C'est tellement beau et tellement simple en fait finalement. Donc parfois, je pense que nous adultes, on met aussi beaucoup de choses sur les croyances autour de la naissance. Je pense que c'est nous qui avons beaucoup de peur et qu'en accompagnant correctement les enfants, en fait, parfois c'est une des plus belles expériences de leur vie. Et je me dis que ces 3 petites filles, petites, non, il y a une jeune fille dans l'histoire et puis une un petit peu plus âgée, etc. Enfin voilà, mais ces 3 filles, quel cadeau pour elles de savoir qu'on peut accoucher dans sa pleine puissance, que notre corps sait faire. C'est extraordinaire. Une autre des peurs auxquelles je pense, c'est cette histoire de penser que les femmes, elles crient pendant les accouchements parce qu'elles ont mal, parce que elles crient de douleur, que c'est horrible, etc. Et pour accompagner des naissances depuis maintenant presque une décennie, ce que j'observe des femmes pendant le travail, c'est que souvent, elles vont dans les sons d'abord pour se libérer. Et puis, ça les aide à s'entraîner un petit peu, à aller vers quelque chose dans l'introspection un petit peu, et puis aussi dans la libération. C'est-à-dire que les cris, évidemment les cris qu'on entend à la toute fin, et les cris qu'on entend pendant le travail, pendant la dilatation, ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'arrive à savoir un peu comment avance le travail sans avoir forcément besoin de mettre mes doigts pour faire des touchés vaginaux. C'est justement parce qu'elles ont des sons qui changent et qui diffèrent. Quand on écoute réellement, en conscience, ce qui se passe pendant le travail, ce qui est magique, ce qui est fou, c'est que si on enregistre un accouchement, à certains moments, les femmes, elles font des sons, on pourrait sincèrement penser qu'elles sont en train de faire l'amour. Elles libèrent de manière un peu pulsatile comme ça, elles allaitent, elles font des sons, des bruits qui pourraient vraiment faire penser qu'elles sont en train d'avoir une relation sexuelle. La réalité, c'est qu'elles laissent un être qui doit passer par leur vagin, appuyer par à-coups avec les contractions, etc., sur leur col de l'utérus. Et c'est un acte sexuel finalement de laisser passer son bébé. Donc cette libération, cette manière de faire du bruit, d'allaiter, etc., elle aide énormément les femmes, tout simplement parce que moi je leur dis, souvent quand t'as fait ton bébé, c'était ces bruits-là que tu faisais naturellement, j'ai envie de dire. Souvent t'as la gorge ouverte, même si tu fais pas de son parce que t'as peur peut-être qu'on t'entende, mais elles ouvrent grand la bouche, elles ont la gorge grande ouverte, etc., elles laissent venir et elles sont ouvertes tout en bas et elles sont ouvertes tout en haut. Et pendant la naissance, c'est la même chose. S'ouvrir tout en haut aide à ouvrir tout en bas et à laisser l'espace à ce que ce bébé descende et vienne appliquer sur le col et dilate ce col, etc. Voire descendre dans le vagin, etc. C'est vraiment une manière de visualiser finalement ce qui est en train de se passer. Quand on arrive dans les derniers centimètres de col, c'est le fameux moment de la désespérance. J'ai déjà fait un épisode sur la désespérance, donc si jamais vous voulez aller le réécouter, c'est l'épisode 29, donc accompagner la désespérance. Je vous parle vraiment de à quoi est-ce que ça correspond, etc., à quel moment. Mais c'est vrai qu'au niveau du son, à ce moment-là, les femmes, elles changent parce qu'elles sont surprises par l'intensité et par ce bébé qui appuie sur ce col qui est très 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 tendu. Donc là, on ne passe plus avec... je dirais pas que c'est des sons de plaisir, mais c'est vrai que comme je vous dis que ça ressemble à des sons de femmes qui sont en train de faire l'amour, c'est clair que c'est pas la même chose que quand elle rentre un peu en résistance. Là, le son, il commence à changer. Et elle va avoir des sons un peu plus aigus, un petit peu plus... oh, qu'est-ce qui se passe ? On sent que
ça se crispe un peu. Donc c'est le moment où ça a tout son sens justement de revenir, de rassurer, de rappeler, et de lui rappeler justement de laisser faire, de laisser venir ce bébé sur le col, et qu'il va y avoir besoin effectivement qu'il passe cet obstacle, mais qu'il faut pour ça qu'il appuie dessus. Quand le bébé commence à descendre dans le bassin, bizarrement les femmes là, elles commencent à faire des sons beaucoup plus rauques, beaucoup plus puissants. Elles font des oh, oh, elles sont vraiment dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grave, et à nouveau dans l'espace d'ouverture, de oh, oh, etc. Ce bébé descend dans le bassin, avance, etc. Là, elles sentent évidemment au niveau de leur hanche, de leur dos, elles décrivent. Bon, ça, c'est vraiment des signes pour nous comme quoi le bébé descend, le son et les perceptions, parce que souvent c'est le moment où elles disent « Ah, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal dans le bas de mon dos, j'ai mal aux hanches, etc. » Ce bébé continue, et alors après le son typique, c'est le son que je vous imite souvent, mais c'est le son de la poussée réflexe. Donc elles font des sons, des oh, d'un seul coup, ça pousse, et elle accompagne, elle réouvre les yeux un peu en mode hé, qu'est-ce qui se passe là, ça change, etc. Dans le moment en fait où ça commence à pousser, et où ce bébé avance, recule, elle continue à avoir ce son-là. Mais quand le bébé commence à arriver, alors là au niveau du périnée, et que ça commence à brûler, le moment du passage de la tête, là la maman elle remonte très fort dans les aigus. C'est pour vous dire que finalement c'est pas la douleur qui guide, c'est l'intensité, c'est le passage, c'est le moment, le glissement. C'est ça qui va faire que ça change au niveau de la perception de la maman, ça change au niveau du son. Rien à voir qu'avec la douleur. Et à ce moment-là, quand elle commence à pousser, quand elle commence à faire venir son bébé, etc., c'est la force, c'est la puissance, c'est aller puiser au fond de soi, aller puiser dans l'univers. Je ne sais pas où est-ce qu'elles vont chercher toute cette énergie. Moi, j'ai l'impression que j'ai plus crié pour ma dernière que pour tous mes autres enfants, tous réunis. Mais j'avais tellement à les puiser, j'avais tellement à les chercher, j'avais tellement aussi à réparer. Il y avait tout un cheminement là-dedans. Et je pense que du coup, j'avais encore plus besoin de montrer que je devais aller guérir profondément, chercher profondément à l'intérieur de moi pour aller chercher mon bébé. La puissance, la force, c'est aussi ce que font par exemple les sportifs, les tennisman, quand ils tapent dans la balle, ils font des sons. Oh, oh. C'est pas parce qu'ils souffrent, c'est parce qu'ils vont chercher la force et puis que c'est comme ça qu'ils vont aller taper encore plus fort la balle, etc. Et la femme qui crie, elle n'est pas juste dans la douleur, elle n'est pas juste dans la sensation, elle est dans la force et dans la puissance. Voilà. Je pense que du coup, c'est une question de perception pour nous. Il y a quand même encore beaucoup ancré que ça fait peur, les femmes qui crient. On entend parfois des gens qui disent « arrêtez de crier maintenant, ça suffit, recentrez-vous ». Mais en fait, peut-être que ça l'aide à se centrer, peut-être que ça l'aide à aller puiser, à aller chercher. Ça fait énormément peur aussi parce que on reste sur l'idée que le cri est lié à la douleur. Le cri, c'est que si elle crie comme ça, mais elle doit mourir de douleur. Parce que quand les femmes, par exemple, elles visitaient les maternités, parce que je sais pas si on le fait encore maintenant, je sais qu'il y a eu tout un temps où les maternités, elles faisaient plus visiter, évidemment avec le Covid, qu'il y avait des vidéos. Mais sinon, quand on faisait visiter les maternités, moi je me souviens que quand les femmes, elles venaient visiter, et puis qu'on entendait une autre femme qui était en train d'accoucher, tout le monde était un peu suspendu en mode « Wow, ça a l'air vraiment douloureux là, ça a l'air vraiment d'être difficile ». Si on casse pas ce mythe à ce moment-là, ça reste. Puis du coup, les femmes, elles se bloquent et elles osent pas parfois faire du son. Pas faire du son, ça veut dire être toute tendue, éviter de pas faire trop de bruit, de pas déranger le voisin, etc. de la voisine. C'est un peu compliqué, mais... Et j'ai déjà entendu aussi des femmes, par exemple, qui m'ont dit j'ai dû être déclenchée, mais j'étais dans une chambre où on était deux, donc j'osais pas faire de bruit, donc j'étais toute muette à l'intérieur de mon lit et j'essayais de pas faire de bruit pour pas déranger la personne à côté. Mais du coup, elle disait, ça avançait pas, c'était difficile, etc. Et elle dit, quand j'ai pu aller dans ma chambre, dans la salle d'accouchement, et que j'ai pu, faire du son, libérer, ça m'a aidé, ça m'a, Donc voilà. Aujourd'hui, c'était vraiment important pour moi de reparler de ça, de reparler du son et à quel point on a toujours cette impression que c'est la douleur, mais finalement, peut-être que c'est nous qui devons changer nos perspectives à nouveau, revoir ça peut-être comme la même manière que je vous dis que l'accouchement c'est comme un marathon. Reconnaissons justement cette force, ce travail, cette énergie que mettent les femmes à accoucher. Et puis du coup, ça semble normal alors qu'elles fassent du son, puis qu'elles aillent chercher leur bébé. Je vous donne rendez-vous demain
D'ici là, portez-vous bien.